Le Togo, hier et aujourd'hui, c'est le thème dont on va parler avec notre invité. Notre invité qui est Louis Magloire Kemayou, qui est co-auteur avec Jean-Paul Lagbo Akhwelete de ce livre Togo, une démocratie en construction, paru aux éditions Michel Lafon, présenté en France et également au Togo. Il y a quelques jours, nous allons revenir dans le fond sur ce bouquin et en voir un peu la démarche qui a été utilisée pour le sortir. Nous en parlons donc avec Louis Magloire Kemayou. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie d'avoir songé à me faire venir sur le plateau pour parler de ce livre qui concerne le Togo et donc quelque part vos téléspectateurs et les Africains de façon générale, tous ceux qui vivent sur ce territoire togolais. Merci beaucoup. Je l'ai dit, donc, un livre que vous avez coécrit avec Jean-Paul Lagbo à Akhwelete. D'abord, comment est née l'idée de cet essai-là? Je crois que le moment est venu de dire que la construction de l'intégration africaine n'est pas que l'affaire de certains pays isolément. Ça doit être l'affaire des citoyens d'abord. C'est l'affaire des politiques, c'est l'affaire des hommes d'affaires, c'est l'affaire de tous les Africains. Et donc, à ce titre-là, à mon niveau et à celui de Jean-Paul, nous nous sommes dit que ce serait une bonne chose de faire un livre sur le processus démocratique qu'a suivi le Togo, parce qu'il n'y a pas si longtemps de cela, le Togo était encore classé comme l'un des moutons noirs de la démocratie sur le continent africain. C'est sur ce territoire-ci qu'a eu lieu le premier coup d'État militaire et sanglant dans lequel a péri Sylvanus Olympio. Et cela n'a pas donné une très bonne réputation au pays. Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. C'est vrai que quand on est au Togo et qu'on a la tête dans le guidon, on ne voit pas toujours qu'il y a des évolutions dans la marche du pays vers sa démocratisation. Mais très sincèrement, je pense qu'il y a eu beaucoup de chemin qui a été parcouru et qu'aujourd'hui, il y a une boîte à outils qui est entre les mains à la fois des citoyens et des politiciens pour bâtir une démocratie digne des standards de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et de l'Afrique en général. Alors, vous, par exemple, vous êtes éditorialiste et président du Club de l'information africaine. On ne peut pas faire de lien entre vous et le Togo. Vous êtes camerounais. Pourquoi vous avez voulu travailler sur le Togo? Parce que je pense que le Togo, comme le Cameroun, pris isolément, ne représente pas grand-chose. Et ce serait dommage que les citoyens continuent de se renfermer dans les frontières que nous avons héritées de la colonisation. Cela ne représente pas grand-chose. Il est important pour l'Afrique de s'unir pour devenir forte sur la scène internationale. Et je pense encore une fois que c'est l'affaire de tous les Africains. Ce n'est pas que l'affaire des politiciens, c'est pas que l'affaire des diplomates, c'est pas que l'affaire des technocrates, c'est d'abord l'affaire des peuples. Quand nous réussirons l'unité des peuples, nous réussirons l'unité africaine et nous rendrons notre continent à la fois fort sur la scène internationale et fort pour défendre ses intérêts, les intérêts de ses enfants et de ses territoires. Alors, j'imagine que pour Jean-Paul Lagbo à Akhwelete, ça a été très facile parce qu'il connaît très bien le Togo. Et pour vous, il y a dû y avoir un travail de documentation. Parlez-nous de ce travail-là. C'est un travail que je fais au quotidien. C'est-à-dire que pour moi, il est important de comprendre les dynamiques qui traversent le continent africain et pas uniquement à l'échelle d'un pays. Je ne vis plus au Cameroun depuis un certain nombre d'années. Cela ne m'empêche pas d'avoir un vrai attachement au continent africain. C'est le continent de mes ancêtres, c'est le continent de mes parents, c'est mon continent à moi aussi. Et donc, si je veux participer à sa construction, je me dois d'aller apprendre comment cela se passe à la fois chez moi au Cameroun, mais également au Togo, comme en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Afrique du Sud, en Algérie et dans d'autres pays, dans les îles Comores ou ailleurs. Donc c'était pour moi un exercice à la fois passionnant et passionné, parce qu'il s'agit de faire quelque chose qui me tient à cœur. Le continent africain et son intégration sont des choses qui me tiennent à cœur. Nous sommes souvent pointés du doigt quand il s'agit de nos processus démocratiques. Et c'est trop facile de dire que la démocratie ne fonctionne pas sur le continent africain. Nous l'avons vu ces dernières années. La démocratie a permis en Europe de l'Est de faire émerger des présidents qui ne sont pas toujours très démocrates dans leur gestion du pouvoir. On a vu en Grande-Bretagne, avec le Brexit, qu'on peut avoir un président élu, un premier ministre élu démocratiquement et qui ne va pas totalement dans le sens des intérêts de ce qu'on appelle la démocratie de façon convenue. Aux États-Unis, ça a été la même chose. Donc, l'idée pour moi était de dire que naturellement, l'Afrique aujourd'hui ne peut pas dire aux Européens ça va tellement mal chez nous que fermez, taisez-vous et comprenez que même si ça va mal chez vous, c'est pas pire chez nous. Enfin, c'est pas pire que ce qui se passe chez nous. Et quand j'ai dit ça, je pense que sur le plan démocratique, l'inverse est vrai. C'est pas parce que chez vous, vous avez l'impression, au bout de plus de 200 ans de vie,
plus de 500 ans en réalité de vie, d'avoir bâti quelque chose de solide, que nous devons faire la course derrière vous pour vous rattraper. Nous ne sommes pas vos élèves, nous ne sommes pas vos concurrents. Nous sommes des pays indépendants et nous avons besoin de bâtir des démocraties dans lesquelles nos populations se reconnaissent et où les intérêts des populations sont défendus. C'est parfois compatible, parfois ça ne l'est pas, mais ce qui est certain, c'est que les États sont indépendants et se valent les uns les autres, à la fois dans leurs expériences démocratiques et dans leur existence sur la scène internationale. Alors, ce travail de documentation, est-ce qu'il a été pour vous facile à faire? Parce que que ce soit les politiques et même beaucoup de journalistes togolais ne sont pas très connus pour être des écrivains. Est-ce que vous n'avez pas eu des difficultés à vous documenter sur le pays? Pour moi, et je ne parle que pour moi, c'était ma première expérience d'écriture d'un livre. C'est un essai, donc nous y avons mis beaucoup de notre manière de voir les choses. C'est un peu une expérience journalistique qui se traduit non pas en un journal, mais en un livre. Et donc, l'idée pour nous était d'avoir une méthode scientifique, journalistique, qui permet de raconter une histoire. Et cette histoire, c'est celle du Togo et de son processus démocratique qui a été parfois heurté et qui, ces derniers temps, reste heurté, mais a quand même beaucoup amélioré son vécu. Donc, pour nous, il fallait juste avoir la méthode suffisante pour placer chacun des éléments historiques qui permettent au lecteur, à la personne qui s'intéresse au Togo, mais qui ne connaît pas les ficelles de l'histoire du pays, d'avoir quelques points cardinaux à travers lesquels il peut lire le processus que le pays a traversé entre 1960, 1963 précisément, et 2019, voire 2020 avec l'élection présidentielle. On le sent tout de suite dès qu'on commence par lire les premières phrases de ce livre. On sent que c'est une plume de journaliste. Je le dis comme ça parce que moi, à l'école de journalisme, on m'a enseigné que vous devez écrire de telle façon à ce que celui qui s'est arrêté au CM1, que celui qui a eu le doctorat puisse vous comprendre. Vous n'avez pas choisi une écriture élitiste. C'était à dessein? C'est fait à dessein. L'idée pour nous, c'est d'écrire un livre qui sera lu. Nous savons que tout le monde ne sera pas d'accord avec nous, mais nous voulons d'abord être lus. Et donc, quand les gens nous lisent et qu'ils peuvent nous comprendre, c'est toujours mieux. Après, ils peuvent dire qu'ils ne sont pas d'accord avec les thèses que nous avons défendues, qu'ils ne sont pas d'accord avec la manière dont nous avons amené l'histoire, mais au moins, ils auront compris d'où nous sommes partis et où nous en arrivons pour tirer les conclusions qui sont celles du livre. Nous ne tirons aucune conclusion, mais nous donnons les éléments aux uns et aux autres pour se faire une opinion et pouvoir, dans une discussion, dire, voilà, sur cet élément-là, voici ce que je peux dire parce que je l'ai lu dans un livre. Alors, quand on parcourt quand même le livre, en tout cas cet essai, on voit que vous êtes parti d'abord de la présidentielle qui se prépare là et vous avez un peu remonté le temps pour retourner en arrière. Alors qu'on aurait pu peut-être faire la chose dans l'autre sens. Pourquoi vous avez choisi cette démarche-là? Certains ont dit, en termes de critique, que le livre était opportuniste. J'assume entièrement la dimension opportuniste du livre parce que nous écrivons ce livre dans un contexte d'élection présidentielle. C'est l'élection majeure au Togo parce que c'est un régime présidentiel au Togo. Et donc, quand on élit le président, on élit quand même la personne qui, pendant 5 ans, va donner le là de la vie dans le pays. Et donc, pour nous, il était important de commencer par cette porte d'entrée parce que c'est celle qui va parler à tout le monde. Quand on commence à parler de la présidentielle, tout le monde ouvre les oreilles pour savoir où est-ce qu'on va. Nous en présentons les enjeux parce que tout le monde ne va pas à ces élections présidentielles et même ceux qui y vont n'y vont pas avec les mêmes intérêts. Et c'est ce que nous essayons de développer dans le livre. Nous expliquons les différents camps qui vont s'affronter lors de la présidentielle, à la fois dans les urnes et en dehors. Et puis nous remontons progressivement, comme vous le dites, sur les périodes historiques au cours desquelles les choses auraient pu évoluer dans un sens ou dans un autre. Nous rappelons les rendez-vous qui ont été manqués, les 27 accords qu'il a fallu signer pour en arriver à l'organisation de cette élection présidentielle à 2 tours, avec le droit de vote pour les Togolais de l'extérieur, et puis la rénovation de la Cour constitutionnelle, sur laquelle tout le monde n'est pas d'accord, mais qui a quand même dû être revue en attendant que le Sénat soit créé pour compléter sa finition, la finition de la réforme de la Cour constitutionnelle. Et puis il y a ce titre-là qui a fait l'objet de beaucoup de critiques, Togo, une démocratie en construction. Il y en a qui disent que attacher l'idée même de démocratie au Togo, c'est osé. Je ne pense pas que ce soit osé, parce que quand vous regardez encore une fois
la démocratie, il n'y a pas un modèle démocratique arrêté, figé, qui fait que quand vous êtes dans ce modèle-là, vous êtes certain d'être une démocratie à vie et sans aucun conteste pour la vie. C'est impossible. Ce modèle-là n'existe pas. Que vous soyez en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en France, chaque pays essaye de bâtir une démocratie qui convient à son mode de fonctionnement. Encore une fois, je convoque le Brexit pour dire les Britanniques, par exemple, ont quitté l'Union européenne parce qu'ils estimaient que l'Europe n'était plus une démocratie et que du fait qu'elle n'est pas une démocratie, elle met leur démocratie à eux en difficulté parce que les décisions qui sont prises au niveau du Parlement britannique sont inférieures aux décisions qui sont prises au niveau de l'Union européenne. Et donc, ils ne supportaient plus cela. Ils sont partis de l'Union européenne. C'est une façon de voir les choses. Est-ce que parce qu'ils estiment que l'Union européenne n'est pas une démocratie, tous les pays européens ne sont pas des démocraties? Je ne pense pas que l'on peut aller directement à cette conclusion-là. En revanche, ce qui était important pour nous, c'était de dire que la démocratie est un processus qui est long et qui nécessite la contribution de tout le monde. Donc c'est un chantier, et dans ce chantier-là, il faut bâtir quelque chose qui soit fait avec la contribution de tout le monde. C'est une démarche qui est participative et inclusive. Donc si nous allons bâtir un modèle démocratique au Togo, il faut que nous ayons d'abord la boîte à outils, ensuite que nous ayons les bons ouvriers pour pouvoir à chaque échelle faire ce qu'il faut pour que la maison soit belle au finish. Et donc c'est pour ça que nous estimons que le Togo est une démocratie en construction. Les jalons ont été posés, la boîte à outils est là. Maintenant, c'est aux ouvriers de faire leur travail et de bien le faire. Vous pensez que si on le lit, on aboutirait à la même conclusion, c'est-à-dire en termes de conclusion, je ne veux pas les titres, que vous? Je pense que si on reste avec les mêmes éléments d'appréciation que nous, c'est-à-dire en dépassionnant complètement la lecture que l'on a de la vie politique du Togo, on arrivera à la même conclusion. Parce que c'est cela en réalité. Si je dis qu'il n'y a pas de modèle arrêté en matière de démocratie, ça signifie qu'aucun pays aujourd'hui ne peut se prévaloir d'être plus démocratique qu'un autre. On peut toujours discuter en démocratie, on peut toujours considérer que le curseur n'a pas été placé suffisamment haut pour que tout le monde se sente satisfait. Regardez les Gilets jaunes en France. Ils vivent dans un pays qui est considéré comme l'un des plus démocratiques du monde, du moins dans l'espace francophone. Pourtant, quand on voit les manifestations, la manière dont c'est réprimé et les exigences qui sont portées par les manifestants, on a l'impression que la France est devenue la pire des dictatures de la planète. Pourtant, c'est pas le cas. Donc, je pense que si on lit avec le même regard des passionnés, sans avoir la tête dans le guidon et sans être enchaîné par ses propres passions ou ses envies de revanche, on peut arriver à la conclusion que le Togo, aujourd'hui, obéit aux critères de la CEDEAO en termes de démocratie et que ces critères, élevés à un niveau africain, font également que le Togo, même s'il n'est pas une démocratie parfaite, est en train de devenir une démocratie. C'est une démocratie qui est en construction. En fait, pour les auteurs que vous êtes, vous avez plutôt voulu voir le verre à moitié plein, c'est ça? L'idée, c'est pas de dire que le verre est à moitié plein ou à moitié vide. C'est de dire que, objectivement, si on regarde de 1963, au moment où il y a eu ce coup d'État qui a renversé Sylvanus Olympio, et qu'on arrive à la conférence nationale souveraine des années 90, voire à la révision constitutionnelle de 2002 qui abolit l'élection à deux tours, à la présidentielle, puis les réformes de 2019, très honnêtement, on reconnaît qu'il y a du chemin qui a été parcouru et que ce chemin a été plutôt vertueux. Contrairement à ce qui se passait dans le passé, à ce qu'on a pu vivre dans le passé, le pays a quand même voulu correspondre à des critères auxquels il n'obéissait pas au départ, mais qui aujourd'hui sont une réalité dans sa constitution et dans les articles qui régissent sa vie politique. Par exemple, vous prenez la liberté de la presse. C'est quand même un pays qui ne pénalise plus la presse. On n'envoie plus de journalistes en prison au Togo. Et le classement même au niveau de Reporters sans frontières, qui est quand même l'un des critères d'évaluation les plus importants, on voit que le Togo fait plutôt des bons. Donc, c'est pas rien que de dire qu'aujourd'hui, il y a une démocratie qui est balbutiante, qui est hésitante, mais qui est là et qui fait quelques pas dans la bonne direction. Mais pour un certain nombre de critiques que moi j'ai écoutées, ils se disent par exemple, quand vous êtes parti de 63 avec ce coup d'État qui a montré un visage, j'allais dire, assez atypique du Togo. Et puis négatif. Et quand vous venez aux années 90, où il y a eu la conférence, et puis la constitution du 27 octobre 90, qui a été l'une des plus belles constitutions dont le pays a pu se doter. Et puis cette révision de 2002, il donne l'impression d'une démocratie qui fait un chemin en dents de scie. Et donc se disent, ce n'est pas vraiment une démocratie, on recule.
Oui, on recule par moment, mais on avance également. Quand on voit ce qui s'est passé en 2019, c'est parti quand même des émeutes qui avaient été provoquées par le PNP de Tipi Achadam. Et finalement, on est sorti d'un statu quo qui commençait à durer depuis trop longtemps. La révision a eu lieu en 2002. Il a fallu attendre 2017, voire 2018, pour que l'on commence à avancer dans toutes les réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales qui étaient exigées par l'opposition. Donc, c'est quand même qu'il y a eu une avancée. Et quand on parle de la Constitution de 1992, elle ne prévoyait pas le droit de vote des Togolais de l'extérieur. Donc, c'est une autre amélioration qui est apportée. Et le seul recul que je peux vous concéder par rapport à 1992, c'est qu'on n'est pas dans un régime qui est parlementaire. On reste dans un régime présidentiel très fort. Ça peut être vu comme un recul, mais je pense que de toute façon, on a rétabli quelque chose qui était important, la possibilité pour l'opposition de rassembler ses forces en cas de second tour d'élection présidentielle pour battre le candidat sortant. En fait, quand on prend ce livre et quand on essaie de faire un travail de comparaison avec un certain nombre de pays en Afrique, finalement, on peut se dire que c'est la même chose pour tous les pays. Non, c'est pas la même chose, malheureusement. Non, j'aurais aimé vous dire que c'est la même chose. Parce que la tentation, quand on analyse la politique en Afrique, c'est de se dire tout se passe de la même manière. Il suffit de connaître un pays pour à peu près appliquer le même modèle d'analyse à tous les pays. Malheureusement, c'est pas le cas. Vous prenez en Égypte, par exemple, il n'y a pas de carte d'électeur. Quand vous allez voter en Égypte, c'est avec votre carte d'identité. Ils ont 4 chiffres aléatoires qu'ils ne mettent pas dans le numéro de votre carte d'identité. Il faut que vous présentiez votre carte d'identité pour qu'on complète les numéros en question. Et si ça ne matche pas, vous ne votez pas. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on ne fait pas au Togo, qu'on ne fait pas au Cameroun. Dans d'autres pays, il y a d'autres spécificités. Donc, je pense qu'il ne serait pas bon de donner l'impression que tous les pays africains se valent, parce que déjà, à l'extérieur, nous sommes stigmatisés de cette manière-là. On a l'impression que tous les pays africains révisent les constitutions juste pour permettre aux présidents sortants de se maintenir. C'est pas le cas partout. Il y a des cas comme au Togo, où la révision constitutionnelle a été faite, non pas pour aider le président à rester indéfiniment au pouvoir, mais à limiter son mandat à 2. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est que des pays comme le Ghana, le Bénin ou un certain nombre de pays qui ont aussi connu des périodes assez tumultueuses dans leur histoire peuvent dire aujourd'hui, nous sommes aussi une démocratie en construction. Oui, la démocratie en construction permanente. Et le plus difficile à reconnaître, c'est que ce n'est jamais un acquis. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir l'impression qu'on s'est tellement bien battu qu'on ne peut plus reculer. Prenez la Révolution française. Quand elle a lieu, on passe de la monarchie à la République. Mais après, on revient à l'Empire. Et donc, après, les Français se sont battus pour obtenir d'autres droits. Donc, ce n'est jamais quelque chose d'acquis de façon définitive. C'est une construction perpétuelle. Évitons juste de faire que ça devienne comme les travaux de Sisyphe. On roule la pierre jusqu'au sommet, elle retombe et on doit tout recommencer à zéro. Je pense que le plus important aujourd'hui, c'est de dire, même si le parcours n'a pas été vertueux, même s'il n'a pas toujours été direct et sans retour en arrière, il faut que les acquis soient consolidés et qu'on aille toujours vers le mieux, pas vers le moins bien. Alors, à la lumière du travail que vous avez fait, et si on en vient plus spécifiquement à l'élection auquel les Togolais se préparent très prochainement, est-ce que vous dites que ça va permettre davantage de consolider cette démocratie qui se construit? Je pense qu'on a déjà libéré quelque chose qui était très important, c'est la possibilité pour l'opposition de présenter des candidats, de pouvoir avoir la place à partir du moment où elle le souhaite à la commission électorale, d'avoir de la place au Conseil constitutionnel et ainsi de suite, d'avoir la possibilité à tous les niveaux de concertation d'être représentés. Ça, c'est un premier grand pas. Le deuxième grand pas qui doit être franchi, c'est celui, par exemple, sur le droit de vote des Togolais de l'extérieur, d'assouplir la procédure. Parce qu'on voit très clairement que en durcissant la procédure, comme c'est le cas aujourd'hui, on exclut énormément de Togolais. Donc ça, c'est un point sur lequel il faudra très fort, probablement améliorer la copie pour les prochaines élections. J'espère que les candidats de l'opposition et ceux de la majorité ont bien compris que pour l'ensemble des Togolais qui vivent, que ce soit au Bénin, au Ghana, aux États-Unis, en Allemagne, en France, en Italie et dans bien d'autres pays, on ne peut pas avoir que 400 inscrits à l'étranger. C'est ridicule. Et même si de façon générale, ça ne pèse pas plus de 3% sur le corps électoral, c'est quand même important que ce soit représentatif du nombre de Togolais qui sont à l'extérieur. Et 400 pour moi, c'est très loin d'être suffisant et d'être représentatif. Alors, mais
votre vision quand même de ce pays, et moi je l'entends quand vous le dites à travers ce livre que vous avez également écrit, c'est une vision assez positive. Mais est-ce que vous comprenez qu'à l'intérieur du pays même, les gens ne partagent pas forcément les choses telles que vous le voyez? C'est normal. C'est normal. Aucun travail d'écriture ou de réflexion n'est fait pour être dans la pensée unique. Je ne souhaiterais pas que nous soyons dans la pensée unique parce que c'est la mort du débat. Donc notre propos a été de dire, nous choisissons un angle qui est celui de dire, ce pays a été présenté comme l'exemple même de ce qu'il ne faut pas faire en démocratie. Finalement, il a revu sa copie. Ça lui a pris beaucoup de temps, mais il a revu sa copie. Maintenant que cela est fait, c'est comme pour l'indépendance. Si vous voulez être indépendant politiquement et garder une monnaie qui vous rend dépendant, c'est votre problème. Si vous voulez, après, même avec cette monnaie-là, continuer d'être dépendant parce que vous empruntez de l'argent et que vous ne pouvez pas le rembourser, c'est votre problème également. Et si au niveau de vos relations internationales, vous ne pouvez pas gérer et que vous dépendez de plusieurs autres aléas pour avoir une position sur la scène internationale, vraiment, c'est la faute à personne. C'est votre faute. Parce que c'est vous qui assumez cela. Et donc, l'idée dans le livre, c'est de dire, quand on a la capacité de dire, on a un tien et pas deux, tu l'auras, il faut que ce un tien devienne 5, je l'ai. Et donc, notre idée, c'était de dire, effectivement, la démocratie togolaise n'est pas encore le summum de ce qu'on en attend. La preuve, les acteurs eux-mêmes ne sont pas entièrement satisfaits. Et je pense que même le législateur n'est pas entièrement satisfait. Mais pour ça, si on reste arc-bouté à estimer que rien n'est fait et que rien ne pourra être fait tant qu'on n'a pas obtenu l'alternance, je crains malheureusement qu'on n'arrive pas à des résultats très probants. Il est important que tout le monde contribue, que ce soit un processus à la fois inclusif, mais surtout participatif. Tout le monde doit participer. Si certains attendent en spectateurs que la démocratie vienne leur tomber dessus comme une pluie équatoriale, je crains qu'ils attendent très longtemps que la pluie tombe. Ce tout le monde-là, c'est qui? C'est partis politiques, société civile, qui exactement? C'est toute la chaîne du processus qui fait la démocratie. Ce sont d'abord les partis politiques, c'est la société civile, ce sont les électeurs, parce que regardez au Sénégal, nous commençons avec un exemple sur le Sénégal et comment le Sénégal a obtenu son alternance. Il a fallu beaucoup d'efforts, il a fallu que la société civile se mobilise, il a fallu que les acteurs des médias se mobilisent également, et il a fallu que du côté des électeurs aussi, on se dépassionne, qu'on ne vote pas seulement par rapport aux oukases que donnent les imams et d'autres chefs religieux. Donc tout ce processus vertueux doit être fait par tout le monde. On a besoin de la contribution de tout le monde pour que ce qui peut ressembler à un petit pas devienne finalement un petit pas pour un acteur, devienne un grand pas pour l'ensemble des acteurs. Et je pense que tant qu'on n'est pas dans cette démarche-là, malheureusement, on restera très attentiste, on restera bloqué sur les volontés de revanche, sur les crises dans lesquelles on a été perdant et on estime qu'on a une revanche à prendre. Et c'est pas comme ça qu'on bâtit un pays. On bâtit un pays en mettant tout le monde sur le même pied d'égalité, en faisant nation véritablement. C'est pas en faisant opposition d'un côté et parti au pouvoir de l'autre et en oubliant les populations qui sont au milieu et qui aspirent à un mieux-être grâce aux acteurs que sont les partis politiques et leurs leaders. Je pense qu'il est nécessaire que cela soit intégré par tout le monde pour que le processus devienne à la fois vertueux, inclusif et participatif. La participation de la jeunesse à cela. La jeunesse, on l'a dit plusieurs fois, la jeunesse est le fer de lance de la nation, mais c'est pas suffisant. La jeunesse aujourd'hui ne veut pas juste être un fer de lance, il est un acteur à part entière de la scène. Les dettes qui sont contractées aujourd'hui par nos pays, ce sont leur jeunesse qui les rembourseront. Peut-être celle qui va entrer dans le monde du travail dans quelques années, peut-être celle qui viendra après ces générations-là. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut aujourd'hui associer les jeunes à la gestion du pays pour qu'ils soient le plus tôt possible sensibilisés aux enjeux auxquels ils font face aujourd'hui, peut-être sans s'en rendre tout à fait compte, mais qui seront les enjeux de leur avenir également. Pour ça, il faut les soutenir dans les nouvelles technologies, dans leurs études, dans leur formation, dans la santé et surtout dans l'emploi. Leur offrir des issues qui soient celles, soit d'être employés, soit d'être auto-entrepreneurs pour pouvoir vivre leurs rêves eux aussi. Ils ne sont pas obligés d'attendre que les autres prennent leur retraite pour commencer à rêver de ce qu'ils deviendront. Dès l'école, on doit être capable de leur proposer des modèles de formation dans lesquels ils se retrouvent, de leur apporter tous les soins dont ils ont besoin pour se sentir bien, afin que l'horizon pour eux ne soit pas seulement d'aller traverser le désert, puis la mer, et d'y mourir la plupart du temps. Parce que cette perspective-là, malheureusement, elle débouche sur des drames. Sur 5 migrants qui bougent, il y en a à peine 2 ou 3 qui arrivent à destination. Et donc, ce sont de grosses pertes
pour les pays. On parle du vieillissement de la population en Europe. S'il n'y a pas vieillissement et que tous ceux qui sont jeunes meurent dans le désert ou dans la mer Méditerranée, c'est pas très différent. Vous n'avez pas la capacité de vous renouveler, vous ne pourrez pas cotiser. Et notre système, à nous, c'est pas la sécurité sociale comme en France, c'est l'investissement dans le potentiel humain. Donc il faut entretenir ce potentiel et c'est la jeunesse, le potentiel. Louis Magloire Kemayou, merci d'être passé répondre à nos questions. Merci à vous de m'avoir invité. Co-auteur donc de ce livre Togo, une démocratie en construction. Nous allons maintenant observer la pause. Elle va durer 10 minutes, le temps de suivre le journal et puis on se retrouve après pour Regard croisé.